Gaëlle m'a demandé donc d'intervenir sur les contraintes juridiques liées à la densification. Alors, je voulais la densification, qui est donc ce terme qui est entré dans l'air du temps des politiques d'aménagement du territoire, a d'abord mis du temps à s'insérer dans le schéma institutionnel et juridique français. Alors, l'un des constats par rapport à ce fait, c'est que la densification n'apparaît pas expressément d'abord dans le Code de l'urbanisme, mis à part par rapport à la loi sur l'engagement national pour l'environnement. Donc la densification, ça correspond à une utilisation économe du foncier. C'est d'abord un objectif à la fois de l'optimisation de l'espace et des ressources foncières. Donc lorsque j'ai préparé ce sujet de recherche, j'ai délimité donc 3 enjeux majeurs à la densification. Il s'agit d'abord de ne pas s'axer uniquement sur les aspects quantitatifs, mais également qualitatifs. En cela, il faut d'abord voir un projet architectural. Donc, une implantation réfléchie des formes architecturales bien étudiées de la future construction va entrer en harmonie avec l'environnement. Par exemple, la présence de végétal ou de biodiversité dans un quartier va, si vous voulez, modifier la perception de ce qu'on appelle la densité vécue. Si on insère de la biodiversité dans un quartier, les personnes vont se sentir mieux, vont se sentir en fait plus à l'aise par rapport à ce quartier. Donc c'est ce que l'on peut appeler la densité vécue. Donc il est nécessaire de redonner une place donc, à la nature et à la biodiversité. C'est pourquoi je pense que cette journée d'études s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait l'année dernière. Bon, je n'étais pas là, mais sur le développement, notamment le développement durable. Donc la question des impacts de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols, qui a été précédemment traitée, notamment sur l'environnement, va être, à mon avis, abordée et a déjà été abordée dans cette table ronde tout au long de cette journée d'études. Donc le premier enjeu majeur lié à la densification urbaine, c'est bien d'avoir un projet architectural. D'ailleurs, lorsqu'on parle de lotissement, on parle de projet architectural, paysager et environnemental. Donc ne pas s'axer uniquement sur des aspects quantitatifs. Le deuxième enjeu majeur lié à une densification maîtrisée, et que l'on retrouve notamment à travers mes recherches, c'est un impératif de mixité sociale. Quel est le but? C'est de lutter contre ce que l'on appelle la ségrégation spatiale. Donc la mixité sociale et la mixité fonctionnelle notamment, c'est l'un des objectifs que nous allons retrouver dans le triptyque législatif et dans l'encadrement juridique lié à la densification. Ensuite, deuxième objectif. Troisième objectif dans la densification, c'est concevoir des politiques d'aménagement du territoire induit inévitablement de concevoir quoi? De concevoir un espace public qui soit avec une logique de compensation. On en discutait dans le train hier avec Carmen notamment. La logique de compensation correspond à justement un objectif majeur lié à la densification contrôlée, à la densification maîtrisée, à la densification douce. Au travers de mes recherches qui, je le rappelle, ne sera pas d'un point de vue méthodologique uniquement axé sur un point de vue juridique, mais qui rentre bien dans cette logique interdisciplinaire. On retrouve donc ce côté interdisciplinaire sur la forme. Ensuite, sur le fond, je vais structurer mon propos en 3 temps. D'abord, c'est un petit peu, je pense, le schéma intellectuel que l'on doit faire. Je vais essayer d'apporter une définition sur ce que l'on entend derrière le terme de densification. On parle de densification, on parle d'étalement urbain, on parle d'intensification, on parle de densité. Mais derrière tout cela, on retrouve un petit peu un brouhaha intellectuel. Donc ça sera le premier temps en fait de mon propos, où je vais éclairer, du moins je vais tenter d'apporter une esquisse sur ce que l'on entend derrière le terme de densification. Ensuite, il m'a été demandé aujourd'hui de voir les contraintes juridiques. Donc dans un deuxième temps, je vais vous apporter ce que moi j'ai délimité le triptyque législatif, c'est-à-dire 3 lois liées à la densification qui, je la qualifie tout de suite de densification urbaine. Donc ça sera le deuxième temps. Et le troisième temps, malheureusement, je partirai que vers des généralités parce que je ne suis pas encore suffisamment spécialisée sur la question. Mais le troisième temps consistera à voir les outils en droit de l'urbanisme
donc liées à une densification maîtrisée, une densification réussie. Donc, premier temps, la densification esquisse un contour de définition. Donc, la densification en tant que telle, en droit, n'existe pas. On parle bien de densification normative, mais cela revient à considérer un autre phénomène également en vogue, relatif à un processus d'accélération des normes juridiques qui monte en puissance, gagne en extension et encadre les conduites et les pratiques de la société. D'ailleurs, ce n'est pas si éloigné de notre sujet, puisqu'on aurait très bien pu analyser la densification normative des règles en droit de l'urbanisme liées à la densification urbaine. On aime bien jouer un petit peu sur les mots, mais ça ne sera pas abordé aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit en introduction, on évoque les termes de densification, de densité, d'intensification, d'étalement urbain, etc. Mais la densification urbaine, lorsque j'ai essayé de définir du moins d'un point de vue théorique, cette notion, je me suis aperçue qu'elle est tout de suite liée à sa fonction. Qu'est-ce que la densification urbaine? Donc ça correspond à une ville durable, une ville désirable, une ville dense. Donc optimiser l'utilisation des ressources, on en a parlé avec José et avec Monsieur Foss. Réduire le coût des constructions des équipements publics, la consommation énergétique. Alors, dans la consommation énergétique, on retrouve ce qu'on appelle l'équité énergétique. Donc, l'équité énergétique, c'est aussi la performance énergétique, c'est aussi un thème que l'on retrouve dans la loi Elan de 2018, justement, comment permettre une équité énergétique en contrôlant, l'exemple concret, c'est les compteurs LinkedIn. Comme ça, en regardant justement la consommation des ménages, on va pouvoir justement leur donner des indications. Sauf que, attention aux dérives, le droit est aussi là pour sécuriser, le droit est aussi là pour encadrer. Donc derrière les dérives, je parle bien du RGPD, du Règlement général sur la protection des données personnelles. Donc attention aux dérives. Donc j'ai dit optimiser l'utilisation des ressources, réduire la consommation énergétique, favoriser les modes de déplacement doux. Avec les grèves à Paris, je pense qu'on commence aussi à être un petit peu familiarisé avec ce type de choses. Et aussi redynamiser, je pense que José en a parlé, les centres-villes. Donc certaines municipalités essayent de mettre en place des incitations pour justement redynamiser les centres-villes, permettre la gratuité ou du moins un loyer réduit pour les commerçants, etc. Donc on essaie d'aller dans cette logique-là. Donc tous ces objectifs correspondent à la densification, mais finalement derrière tout ça, on ne retrouve pas encore tout à fait une définition qui soit assez claire. On retrouve un petit peu comme une coquille vide. Alors, allez savoir pourquoi ce terme de coquille vide, on l'utilise partout en droit. La Constitution est une coquille vide, la densification est une coquille vide. Donc, quand on n'arrive pas à définir un terme, on va essayer en fait de le définir en rapport avec d'autres notions. Donc là, en l'occurrence, je vous ai sélectionné l'intensification urbaine, qui est donc un terme qui est souvent utilisé dans les documents d'urbanisme, notamment dans le schéma de cohérence territoriale, dans le SCOT. Donc l'intensification urbaine ou la ville intense. Donc la différence avec la densification, c'est que l'intensification appuie davantage sur les concepts d'usage et de gestion raisonnée des ressources. Donc l'intensification se rapproche ainsi plus de la construction. Construire mieux, c'est également l'un des objectifs de la loi Elan de 2018. Donc, dans les différentes, la densification est plus large que l'intensification puisqu'elle ajoute un critère supplémentaire, celui de l'optimisation de manière plus générale des ressources et de l'espace. Donc, intensification. Ensuite, je vous ai sélectionné la densité qui renvoie quant à elle à un critère plutôt géographique de mesure, puisque la densité résidentielle se mesure justement en nombre de logements par hectare. Le code de l'urbanisme, si je ne me trompe pas, utilise plutôt les mesures de volumétrie ou de gabarit au niveau de la densité, recul, prospect, etc. Et au niveau des sciences sociales, donc en urbanisme, en sociologie ou encore en géographie, la densité est censée exprimer le rapport théorique entre un indicateur quantitatif, démographie, nombre de logements, nombre d'emplois, et une surface d'études données. Comme on vient de le voir, c'est plutôt une valeur donc statistique qui se fonde notamment sur une échelle de référence et un objet d'étude prédéfini.
Je ne vais pas rentrer dans le détail de la densité, mais sur la densité, on peut aussi classifier. Nous, en droit, on aime bien classifier la densité avec la densité résidentielle. Donc, je viens de vous le dire. Donc, le rapport entre le nombre de logements et la surface d'étude. La densité humaine ou de population. Cette fois-ci, elle concerne donc le nombre d'habitants par kilomètre carré, qui s'applique alors aux différents espaces de la ville, centre, périphérie. Et je laisse plutôt le soin aux urbanistes. Après, je vous ai sélectionné d'autres types de densité, comme la densité nette, la densité brute, la densité bâtie, la densité vécue, etc. Donc, pour cette présente communication, on retiendra plutôt une acception assez large de la densification. Dans densification, on a cette notion de mouvement. Donc, c'est une gestion qui est qualitative et quantitative de l'espace, où l'offre foncière doit donc répondre au principe de gestion économe des sols et à la rationalisation de la demande de déplacement, je vous en ai parlé, tout en incluant une garantie, donc ça c'est dans l'idéal évidemment, des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité. Donc j'essaierai à l'écrit de développer un petit peu plus justement cette notion de densification, puisque je pense qu'il est plus qu'indispensable de saisir les contours d'une notion afin après de pouvoir bien débattre dessus. Donc ensuite, deuxième temps de cette intervention, ce que je vous ai appelé le triptyque législatif. Donc là, on rentre dans de l'encadrement, dans du positivisme classique, de la densification urbaine. Donc, on le voit historiquement, dans les années 70, avec le développement donc, de l'industrie, la ville diffuse va s'élargir au détriment, en quelque sorte, des espaces naturels agricoles. Par contre, dans les années 2000, on va avoir une véritable prise de conscience qui va s'effectuer avec l'impératif de préservation du foncier en tant que ressource rare et non renouvelable. Donc, les années 2000-2010 jusqu'à aujourd'hui correspondent à une manière donc, de gérer durablement la ville, de contrôler la densification, de maîtriser la densification, d'aller vers ce que l'on appelle une densification douce. Donc 3 lois classiques, c'est bien aussi, et je trouve que c'est assez nécessaire de rappeler les principes. D'abord la loi relative à la solidarité au renouvellement urbain, loi SRU, tout le monde en entend parler, donc du 13 décembre 2000. Ensuite, moi, c'est le deuxième bloc plutôt de lois que je vous ai sélectionné, c'est les lois du Grenelle relatives à l'engagement national pour l'environnement, des 3 août 2009 et 13 juillet 2010. Et ensuite, la loi Allure, donc la loi pour l'accès à un logement, un urbanisme rénové, du 24 janvier 2014. Donc 3 blocs de lois qui sont venus encadrer juridiquement la densification. Comment ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc d'abord la loi SRU qui a comme objet principal donc le renouvellement urbain et la lutte contre l'étalement urbain. Le principe qui avait été apporté dans cette loi était donc la suppression de la possibilité de fixer une taille minimale des parcelles constructibles, sauf en cas de contraintes techniques. Donc je le rappelle, c'était bien la loi Habitat et Urbanisme de 2003 qui avait fixé ce principe de taille minimale des terrains constructibles, justifié par la préservation de l'urbanisation traditionnelle. Deuxième bloc de loi, les lois Grenelle 2009-2010 sur l'engagement national. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, avec 3 principes établis. D'abord, la notion de maîtrise de l'urbain et d'un certain contrôle dans l'aménagement du territoire, notamment avec la nécessité du renouvellement urbain, d'un développement urbain maîtrisé et d'une restructuration des espaces urbanisés. Le deuxième axe de cette loi, de ce bloc de loi, c'est qu'on s'aperçoit que la notion de gestion raisonnée fait son apparition. Ensuite, on lutte contre la régression des espaces agricoles et naturels, donc je n'insisterai pas sur ce point-là. La gestion économe du foncier, cela finalement correspond à quoi ? Et là, on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et j'anticipe sur ma deuxième partie, c'est que justement dans les documents d'urbanisme, on doit avoir, donc dans les SCOT et les PLU, on doit avoir des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Ensuite, la troisième loi que je vous ai sélectionnée ici, la loi Allure, donc de 2014, va plutôt être sur une logique de justification en apportant de nouvelles dispositions directement applicables au niveau du Code de l'urbanisme. Et pour les lotissements, je pense que Gaëlle fera un petit tour d'horizon sur ça.
Et notamment, dans les PLU, elle introduit cette loi de 2014, une analyse obligatoire des capacités de densification des centres-villes. Donc, lutte contre l'étalement urbain, développement urbain maîtrisé, une gestion économe du foncier, un meilleur encadrement de l'ouverture à l'urbanisation. Tout ce triptyque, tout ce bloc de lois législatives, on va les retrouver maintenant dans la dernière partie consacrée aux outils en droit de l'urbanisme. Alors, de manière générale, on vient de le voir, la législation incite à une gestion qualitative et quantitative de l'espace. Excusez-moi. L'offre foncière doit correspondre au principe de gestion économe des sols et de rationalisation de la demande de déplacement. Là, je cite l'article L110 du Code de l'urbanisme, afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures les conditions d'habitat, d'emploi, de services, de transport, répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions, leurs décisions d'utilisation de l'espace. Alors, les collectivités publiques, lorsqu'elles vont en fait s'occuper de l'occupation des sols, elles vont répondre à deux grands objectifs. D'abord, la délimitation de zones définies par des droits spécifiques à construire. C'est le premier objectif que les collectivités publiques doivent prendre en compte lors de l'occupation des sols. Et ensuite, la définition des règles d'implantation, de volume, d'aspect, de contenu des constructions autorisées. Donc, pour terminer, je vais voir un petit peu dans les SCOT et les PLU les effets de la densification. Donc, dans les SCOT, la question de l'artificialisation des sols est très présente, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque tous les SCOT doivent systématiquement présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant l'approbation du schéma. L'un des outils essentiels du SCOT, ce sont ce qu'on appelle les DO, les documents d'orientation et d'objectifs qui sont intégrés au SCOT. Et là, ils doivent présenter, je vous l'ai dit tout à l'heure, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. La loi ALUR va introduire un nouvel article, qui est l'article L122-1-2, qui prévoit que le rapport de présentation du SCOT doit identifier, prendre en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser capacité de densification et de mutation. Donc, dans les DO, dans le rapport de présentation, les SCOT constituent un outil pratique pour favoriser justement la densification et permettre d'optimiser l'utilisation des ressources. Donc, c'est un terme qui est un petit peu sous-jacent et redondant dans ma présentation, mais notamment avoir une gestion maîtrisée de l'occupation des sols. Ensuite, je vous ai délimité le PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui reste tout de même l'outil essentiel au service des collectivités pour traduire notamment localement les orientations stratégiques en matière de densité. Pour rappel, c'est assez classique, dans les PLU, vous avez le rapport de présentation, le projet d'aménagement de développement durable, le PAD, le règlement et les orientations d'aménagement d'orientation, les OAP. Donc, dans le rapport de présentation, l'article 121-1-2 mentionné pour les SCOT précise également que les rapports de présentation du PLU analysent la capacité de densification, de mutation de l'ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Alors, je n'ai pas appuyé sur les formes urbaines et architecturales, mais je pense qu'on va le faire tout au long de cette journée, parce que c'est un aspect qui est quand même essentiel dans la problématique sur la densification. Sur les OAP, donc sur les orientations d'aménagement et d'orientation, celles-ci ont été notamment réformées par décret, donc je vous apporte un texte juridique supplémentaire. C'est le décret du 28 décembre 2015 qui vise à moderniser les règles d'urbanisme dans ce domaine, avec plusieurs objectifs, à savoir le renforcement de la mixité sociale et fonctionnelle, j'en ai parlé en introduction, la maîtrise de la ressource foncière et la préservation, la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager, architectural. Donc pour terminer,
J'en ai parlé aussi. En pratique, par exemple, je vous passe toute la technique juridique notamment. En pratique, les collectivités territoriales peuvent par exemple anticiper la densification le long d'une nouvelle ligne de transport en commun en favorisant la production de logements aux abords de futures stations. Donc ça, je pense qu'on doit rentrer dans une logique croisée des enjeux urbanisme-déplacement. Je pense que c'est inévitable au niveau de la densité. Un dernier petit outil dont on parle peut-être pas suffisamment, notamment en termes d'objectifs de logement, ce sont les servitudes de programme et de logement qui permettent notamment de réserver des terrains en vue de réaliser, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logement. Alors attention, ces servitudes-là sont limitées en zone U et AU des PLU. Donc ça reste quelque chose encore limité, notamment. Donc pour ce sujet-là, au début, j'avais demandé en fait à Gaëlle de présenter plutôt une intervention qui serait basée sur la densification et les contraintes juridiques, mais dans cet équilibre entre contraintes juridiques et volonté politique, puisque nous avons des règles juridiques qui sont applicables indirectement dans le Code de l'urbanisme, mais ça reste, comme José le disait, la volonté politique qui va faire en sorte notamment que la densification soit suffisamment maîtrisée sur le territoire. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste évidemment ouverte pour toute forme de questions. Merci.